Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain. Christophe Debiens. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio dans La Planète Demain, l'émission qui parle d'écologie, mais d'écologie positive et raisonnée. Alors aujourd'hui, nous allons avoir des solutions durables à partir de l'innovation et des nouvelles technologies, mais pas que. Dans la seconde partie de notre émission, d'ailleurs, nous aurons le plaisir de recevoir Marie-Pierre Landowski, qui est présidente d'Esprit de Seine, qui exploite donc des lieux ancrés dans le paysage de l'hospitality sur l'eau et sur terre. Ça, c'est une phrase que j'ai retrouvée sur votre site internet et je la trouvais très intéressante. Mais pour l'heure, nous avons l'honneur d'accueillir Jean-Luc Stanek, chevalier du mérite maritime et président exécutif de la société ACE, c'est bien comme ça qu'on dit ? ACE. Alors en anglais, d'accord, j'avais un doute. Donc ACE qui utilise la houle et les vagues pour produire de l'électricité compétitive, non intermittente et ultra décarbonée. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Alors que la transition énergétique est au cœur des préoccupations mondiales, votre entreprise a fait sensation dans le secteur des énergies renouvelables et vous avez développé une technologie qui est révolutionnaire et qui produit donc de l'électricité complètement décarbonée à partir de l'énergie des vagues. Peut-on dire que votre secteur d'activité est celui des énergies marines renouvelables ? À 100%, c'est l'énergie marine avant tout, qui nous permet de récupérer donc l'énergie des vagues. Ça s'appelle un houlomoteur, avec une grande efficacité. Nous sommes à 2 centimes du kilowattheure sur les grands champs, même beaucoup moins. Très décarboné, puisque sur le cycle de vie, nous serons en dessous de 2 grammes d'équivalent CO2 par kilowattheure. Et totalement bio-intégré, et protégeant en même temps la côte avec beaucoup d'externalités positives. Alors, lorsque vous installez votre système en pleine mer, qu'en est-il de la résistance et de l'entretien sur site ? C'est fondamental. La mer est un milieu extrêmement difficile. Nos premières petites machines qu'on a mises en mer ont prouvé avec des vagues de 11 mètres leur parfaite résistance aux tempêtes. Et le premier sujet pour obtenir une énergie avec un coût bas, c'est de spécifier le coût opérationnel, ce qu'on appelle l'OPEX. Et pour cela, il faut que ce soit à la fois très résistant et très facile à entretenir. Très résistant, ça peut résister à des vagues de 30 mètres pendant un siècle en permanence sur le modèle de calcul en fatigue. C'est énorme, 30 mètres. Ça existe quasiment pas. C'est les vagues, c'est les dites scélérates. Hein. Et c'est là-dessus qu'on base les calculs en fatigue de la structure. C'est insubmersible. Et même coupé en deux, ça continuera de flotter. Et en même temps, après, c'est l'entretien qui est le plus important. Et là, l'entretien, c'est sans aucun moyen lourd. Ah oui. Ça, c'est très important. À main d'homme, aux normes RSE, en parfaite sécurité. Il n'y a rien dans l'eau. Donc, c'est facile à entretenir. Alors, cher Jean-Luc, pour que nos auditeurs comprennent parfaitement bien, pouvez-vous, s'il vous plaît, le plus simplement possible, nous expliquer le fonctionnement de votre système ? C'est un vieux copain, c'est pas moi qui l'ai inventé, il y a 2200 ans, Archimède. Il a montré qu'en montant un tube dans l'eau, vertical, au passage d'une vague, l'eau monte et descend dans le tube. Je suis un peu paysan, je me suis dit, ça c'est une belle pompe à vélo. Donc imaginez un espèce de gros bac à glaçons, des centaines de pompes à vélo, les unes à côté des autres, qui segmentent la houle, parce que la houle, la véritable houle est chaotique, elle n'est pas parfaite. Ce qui marche dans les labos ne marche plus en mer. Et chaque énorme cylindre, chaque pompe à vélo fait 2,50 m sur 2,50 m. Il y en a des centaines. Et on récupère énormément d'air à basse pression. Mais cette idée est formidable et même géniale. Comment l'avez-vous eue finalement, cette idée ? Au cours de milliers de plongées, pour plongeurs passionnés, je me suis rendu compte de l'énergie fantastique que dégageaient les vagues en voyant bouger des gros bateaux qui étaient comme des fétus de paille. Et je me suis dit, ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Et en regardant à l'île de la Réunion les souffleurs. Ah oui, bien sûr. Donc l'idée est venue naturellement. La mise en pratique a été plus difficile parce qu'il n'existait pas de turbine spécifique. On a dû la développer. Nous avons une turbine qui a battu tous les records du monde avec 80% de rendement. Et finalement, quels sont les avantages de ACE ? C'est d'abord une énergie totalement décarbonée, totalement intégrée, à très bas coût, de façon à ce que tout le monde puisse en profiter. À 2 centimes du kilowatt, votre facture, c'est 25 aujourd'hui, hein, sur votre facture EDF. Bon, il y a des coûts intermédiaires, bien sûr. Mais ça permet de proposer de l'énergie à tout le monde sur la planète. Comme on récupère toutes les petites vagues, on fonctionnerait encore la moitié du temps sur le lac Léman.
Et comme on a donc cette permanence de production, c'est parfait pour l'hydrogène. C'est pour ça qu'on a obtenu le prix Hydrogène d'Or Innovation 2024. De façon à pouvoir exploiter l'énergie des vagues. Aujourd'hui, on a un potentiel planétaire de 100 000 TWh par an. Sachez qu'aujourd'hui, la planète consomme environ 25 000 TWh par an. Donc 25 000, 100 000. On est capable de tout produire. Ça ne sera jamais le cas, mais on peut le faire. Et votre système protège-t-il les côtes contre l'érosion ? Absolument, on provoque le déphasage des orbitales des molécules d'eau dans les vagues, et ça permet de supprimer le jet de rive et les emports de sable. Donc en fait, on réensemence gratuitement, facilement les sables, les plages après une tempête. Et il y aurait d'autres externalités positives dans votre système ? Oui, tout à fait. L'eau douce. L'eau douce, c'est un énorme problème. Je l'ai exposé il y a 10 jours à l'Académie royale au Maroc, où le stress hydrique est important. Bien sûr. Il y a 2,5 milliards d'êtres humains qui n'ont pas d'eau douce. Or, l'eau, c'est de l'énergie. Il faut moins de 3 kWh pour faire 1000 litres d'eau douce. Et ça permettrait d'abreuver la planète avec un coût énergétique inférieur à 10 centimes par mètre cube. Là aussi, la facture en France, par exemple, c'est 3, 4, 5 euros le mètre cube avec le retraitement. Alors, l'énergie solaire qui se développe de plus en plus, notamment en France, mais partout dans le monde, quel est votre positionnement justement par rapport au solaire ? Le solaire doit être développé, c'est une énergie qui nous tombe gratuitement du ciel, on a besoin du solaire. Et il se trouve que Ace est totalement complémentaire du solaire. Le solaire est plus fort en été et à midi, et Ace fonctionne tout le temps et est plus fort le soir et en hiver. Alors, vous avez créé donc cette société et ce système, mais pas seul, j'imagine. Vous avez des associés vraisemblablement dans cette aventure. Qui sont-ils ? Alors, ce sont des sociétés qui ont une conscience éthique, comme le groupe Picotti ou Bouygues qui nous rejoint aujourd'hui, ou Sogeti High-Tech qui nous a fait les études préliminaires, c'est Capgemini. Et puis nous avons une trentaine d'experts passionnés qui veulent, comme moi, changer la planète pour les générations futures, qui ont apporté leur argent et leur temps, ça n'a pas de valeur ce temps-là, pour pouvoir faire des 2 prototypes en mer. Et avec 3 millions, on a réussi à faire ce que les grands groupes n'ont pas réussi à faire avec 600 millions. Et vous êtes soutenu par des organismes d'État vous parliez de sociétés privées, mais les organismes d'État sont-ils... Nous ne rentrons pas dans les bonnes cases, donc on n'existe pas. D'accord. L'ADEME même refuse. La Commission de régulation de l'énergie, la CRE, a retiré le mot énergie des vagues de la programmation pluriannuelle de l'énergie pour ne pas avoir à financer ou à aider. C'est très triste. Donc on est reconnu à l'étranger, malheureusement, une quinzaine de prix internationaux. Et on se finance avec nos associés en émettant régulièrement des BSAR pour que tout le monde puisse participer. Et ce qui nous permet de financer tranquillement sans avoir reçu un seul centime de l'État français au travers de l'ADEME ou de BPI. Mais selon vous, quelles sont les vraies raisons de ces refus ? Tout le monde sait qu'il ne faut pas faire d'ombre nucléaire en France, malheureusement. Comment arrivez-vous à financer votre entreprise en dehors des entreprises qui vous soutiennent ? Mais comme je l'ai dit, c'est les BSAR, pour nous c'est très important, régulièrement. Et puis nous attendons des acomptes clients. Ah oui. Et là, récemment, on a un grand groupe qui nous fait confiance, après avoir étudié la totalité des énergies marines, nous a sélectionnés. On est partenaire pour développer pour le port de Marseille avec Bouygues Energy Service un projet de 25 MW avec une première phase de 5 MW qui sera présentée le 26 juin à Marseille devant les autorités. Alors vous avez aussi parlé tout à l'heure du Maroc. Vous avez créé un consortium international d'hydrogène vert marin, j'ajoute, au Maroc et autour de Ace. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Absolument. L'hydrogène vert est l'avenir de la mobilité, l'avenir de la chimie lourde, de la chimie fine, de la chimie verte. Et pour cela, il faut qu'il soit compétitif. Aujourd'hui, 90%, 95% de l'hydrogène, c'est l'hydrogène gris, c'est du pétrole, du gaz. Avec ce consortium, on a réuni les grandes écoles d'ingénieurs françaises, les universités marocaines, et l'école d'ingénieurs aussi, dont l'école d'ingénieurs polytechnique de Fès, dont je suis maintenant administrateur, de façon à créer un écosystème universitaire et une chaîne de valeur de société qui permettent d'avoir la chaîne de valeur complète, depuis la création de l'énergie jusqu'à la consommation de l'hydrogène vert. Votre prochaine étape, c'est quoi ?
Dès qu'on aura réussi à lever 3 millions de plus pour finaliser le modèle pré-industriel qu'on va mettre en mer, prouvant ainsi ce que l'on va vendre aux clients, nous pourrons valider. On a presque 1 milliard de précommandes qui attendent que l'on ait passé cette étape pour acter. Et vous cherchez encore des investisseurs, j'imagine. Bien évidemment. Donc avis aux investisseurs éthiques cherchant un gros multiple de sorties, tout en préservant la planète et l'avenir des générations futures. Merci infiniment, cher Jean-Luc Stanek, chevalier du mérite maritime et président exécutif de la société ACE, qui utilise la houle et les vagues pour produire de l'électricité compétitive, non intermittente et ultra décarbonée. On se retrouve sur Sud Radio, La Planète Demain, dans quelques instants avec Thibault le French Trotter pour un nouveau reportage en immersion. À tout de suite sur Sud Radio. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debien. Eh bien, nous voici déjà de retour sur Sud Radio, La Planète Demain, avec Thibault, le fameux French Trotter de La Planète Demain, qui nous propose la suite de son précédent reportage chez Allocas Auto à Athis-Mons, en région parisienne. Un centre VHU qui met en avant les pièces de réemploi pour l'automobile. Bonjour Thibault. Et oui Christophe, on retrouve d'ailleurs Fabrice Henriot, le directeur du site. Il va nous expliquer comment les véhicules en fin de vie sont d'abord dépollués, puis démontés afin de pouvoir récupérer les pièces auto qui vont entamer une toute nouvelle vie. Là-bas, plus de 70 000 pièces sont disponibles, en plus des pièces neuves proposées par le centre. Et comme on va le découvrir, le maître mot, c'est la traçabilité. On identifie chaque pièce, on vérifie l'origine constructeur, et puis on la contrôle pour garantir à la fois sécurité et fiabilité. Écoutez. Alors là, on arrive sur la zone de dépollution des véhicules. Donc l'ensemble de l'installation est conçu pour dépolluer les véhicules dans son intégralité. Tout est relié sur des systèmes d'aspiration qui vont donc extraire les fluides et qui vont permettre de stocker dans les cuves à double paroi là-bas, qui sont des cuves étanches, l'ensemble des déchets. Que deviennent ces fluides? Alors tous ces fluides là, ils sont stockés ici sur le site. Comme on fait beaucoup de volume, nous on a des partenaires qui sont agréés, qui sont autorisés, qui viennent récupérer chacun leur fluide en fonction de leurs autorisations. Une fois que cette opération est faite, on peut démonter la voiture. Et donc là, on a un autre bâtiment qui est dédié à cette activité-là. On démonte une trentaine de véhicules par jour. Vous allez voir, on a des mécaniciens, mais qui font le travail à l'envers en fait. C'est-à-dire que ce sont des démonteurs automobiles. Donc on va expertiser une nouvelle fois la voiture et on va travailler avec des outils informatiques, cette fois-ci pour définir les pièces que l'on va démonter. Donc en fonction évidemment de leur état et de leur qualité. Et ensuite en fonction de nos stocks, pour être certain que la pièce est une sortie à la vente. Donc ici, on est dans l'atelier de démontage. Donc aujourd'hui, on a 8 ponts de démontage, donc avec 8 démonteurs. Un démonteur traite entre 2 et 4 véhicules en fonction du nombre de pièces qui vont être traitées sur le véhicule. Donc pour chaque voiture, on va retrouver, par exemple sur celle-ci, alors vous voyez, ça c'est une Citroën C3 qu'on a récupérée auprès d'un assureur automobile qui va être valorisé à la pièce. On édite une fiche de démontage. Qui se trouve ici. Donc là, on a une bonne trentaine de pièces qui vont être démontées sur le véhicule. Et pour chacune de ces pièces, on va avoir une étiquette de traçabilité. Alors, par exemple, ici, quelles pièces vont être... Alors là, on va récupérer les ailes, un alternateur, les ceintures de sécurité, un bloc ABS, la boîte de vitesse, les commandes de chauffage, les feux, les phares, la malle arrière, le pommeau de vitesse, la porte arrière droite, la porte arrière gauche, les rétroviseurs, la serrure arrière gauche. Donc vous voyez, on va même dans le détail. La trappe à essence, quelque chose qui casse facilement. On est à plus de 16% là. À nous, chez Allocas Auto, on est déjà à 26%. Donc on a de l'avance sur le métier. Effectivement, on démonte en moyenne 24 pièces par voiture. Le marché français est autour de 14. Donc nous, ici, on a un petit peu d'avance. Puis on aime bien avoir un peu d'avance sur la législation, ça évite le stress. Et toutes ces pièces donc, vont être étiquetées. Et on va y intégrer non seulement nos références internes, mais aussi la référence du constructeur automobile. À travers ces références-là, ça nous permet d'avoir la compatibilité avec la demande que vont nous faire les particuliers ou les professionnels. Donc une fois que cette liste elle est faite, la voiture va être mise sur un des ponts de démontage que vous voyez ici. Et l'opérateur va procéder à son démontage, étiqueter ses pièces, faire lui-même un premier autocontrôle de la qualité de la pièce, de façon à ensuite expédier les pièces vers les stocks où là, elles vont être prises en photo, nouveau contrôle qualité, pour être ensuite mises en rayon. Une étape intermédiaire avant, c'est le traitement des moteurs, des boîtes de vitesse et de certains optiques, où là, on va faire des opérations de rénovation en amont, de façon à rendre le produit plus noble. Donc enlever le gras, enlever les huiles. Quelles sont les pièces qui sont les plus demandées?
Alors, les pièces les plus demandées aujourd'hui sont principalement les pièces de robe. Donc on va avoir des portes, des capots, des pare-chocs, des optiques, des rétroviseurs. Voilà, donc tout ce qui représente vraiment la robe de la voiture. Ensuite arrivent les pièces mécaniques dans un deuxième temps. Eh bien voilà un bel exemple d'économie circulaire. La pièce auto de réemploi, c'est bon pour le portefeuille et en plus c'est excellent pour l'environnement. Merci Thibaut et on se retrouve la semaine prochaine, donc dimanche prochain. Nous sommes de retour dans les studios de Sud Radio et nous accueillons maintenant Marie-Pierre Landowski, présidente d'Esprit de Seine, qui exploite des lieux ancrés dans le paysage de l'hospitality sur l'eau et sur terre. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Christophe. Pour que nos auditeurs comprennent bien, qu'est-ce que l'hospitality et ensuite, qu'est-ce que le groupe Esprit de Seine, s'il vous plaît? Alors, l'hospitality, c'est tout le monde de l'accueil des gens, de les recevoir, de s'occuper d'eux, etc. Esprit Seine, en effet, c'est une partie de notre activité, se situe sur le fluvial à Paris. Avec 2 bateaux navigants, le capitaine Fracasse et Paris en Seine, qui reçoivent quotidiennement des dîners croisières. C'est la compagnie des bateaux Haro avec 4 bateaux qui sont destinés à être loués dans le cadre d'événements, dont notre dernier arrivant qui est sorti du chantier naval au mois de juillet l'année dernière pour les Jeux Olympiques, qui est le bateau Emera, qui est un bateau électrique. Et puis, nous avons aussi 2 barges, dont une fixe qui est en face de l'île Saint-Germain, avec un restaurant qui s'appelle Maison Jaune. Ah oui. Et la seconde partie de notre activité, c'est de l'hôtellerie à Paris, avec l'Eiffel Blomet et Maison Breguet. Alors, l'ouverture, je vais passer sur un autre sujet, mais qui correspond bien entendu à votre activité. L'ouverture de plusieurs sites de baignade dans la Seine pour l'été suscite beaucoup d'attention. Quel est votre point de vue à ce sujet ? C'est un vaste sujet. C'était une question à ne pas poser, j'ai l'impression. Voilà, c'est un débat assez important pour nous parce qu'en effet, on est dans ce qu'on peut appeler quand même le conflit des usages. Je me doute. Particulièrement à l'intérieur de Paris, on est quand même sur un fleuve qui est relativement contraint. Avec un trafic de bateaux, que ce soit les bateaux de fret ou les bateaux à passagers. Et l'arrivée de cette activité au mois de juillet et mois d'août provoque en effet une antinomie entre un fonctionnement industriel professionnel et un système ludique de loisirs et avec des problématiques de sécurité entre autres et quelques difficultés sur la cohabitation. Voilà. Je me doute que c'est très compliqué d'avoir des bateaux sur la Seine avec des baigneurs qui se trouvent autour de ces bateaux. Et je pense que c'est même hyper dangereux, non ? Alors c'est vrai que moi j'avoue qu'une des questions qui m'interpelle et sur lesquelles j'ai interpellé les administrations et la ville était la capacité que les gens avaient à intégrer le fait que qui dit baignade dit on peut se baigner dans la Seine, c'est tranquille, il n'y a pas de problème, etc. Alors qu'en fait c'est assez différent. Il y a énormément de courants dans la Seine. On est quand même sur une baignade de la natation en eau vive. Et c'est dangereux. Donc, en effet, là, le projet, l'initiative est d'organiser des sites bien identifiés avec une sécurité en place, mais ça ne veut pas dire pour autant pouvoir se baigner n'importe où, n'importe comment. Alors, merci pour cette réponse. Je pense qu'effectivement, c'est une question très importante. Mais on va repasser à l'environnement. Quels sont, selon vous, les principaux défis à surmonter pour accélérer la transition écologique, et notamment dans le tourisme ? Alors, je vais commencer par le fluvial. Le défi dans le fluvial aujourd'hui, particulièrement sur les bateaux à passagers, c'est d'électrifier les bateaux. Donc électrifier les bateaux, c'est techniquement pouvoir le faire, adapter des bateaux existants avec des batteries, avec des nouveaux moteurs, etc. Mais c'est aussi amener la puissance électrique sur les quais. Après, sur l'hôtellerie, l'hôtellerie, c'est un monde... en fait, c'est comme une très grosse maison. Oui.
Donc une très grosse maison, c'est déjà commencer à favoriser l'isolation thermique des bâtiments. Et puis après, c'est la vie du quotidien, de plein de petits réflexes, de modes de fonctionnement à modifier, à adapter, etc. Voilà. Alors, de nombreux acteurs publics et privés interviennent sur la Seine. Comment s'organise la coordination entre ces différentes entités pour garantir une gestion cohérente et durable du fleuve ? Alors, sur le mode de fonctionnement, alors, pour remettre les choses en perspective sur la Seine, déjà, il faut être conscient que 50% du trafic de fret sur la Seine passe, 50% du trafic fluvial passe sur la Seine. Ensuite, sur la partie tourisme, c'est le premier port européen en termes de passagers. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'important. On est régi par plusieurs administrations. Alors, à la fois, il y a VNF, Voies navigables de France, qui gère particulièrement tous les cours d'eau sur la France entière. Aropa, qui sur Paris a la majorité des sites sur les berges et sur les plans d'eau qui nous sont concédés, parce que nous fonctionnons en effet dans le cadre de contrats d'occupation temporaire. Nous ne sommes pas chez nous, nous utilisons le domaine public, donc nous répondons à des appels à projets et nous avons un droit d'occupation pour un certain nombre de temps en fonction des investissements sur lesquels on s'engage dans le temps. Comment Esprit de Seine sensibilise-t-elle ses équipes, ses partenaires et même ses clients aux bonnes pratiques environnementales pour minimiser leur impact sur la Seine ? Alors, il y a, en fait, ce qui pour moi est très important dans ce contexte-là, c'est la façon dont on fait fonctionner nos collaborateurs en termes participatifs, en travaillant avec eux, en étant à l'écoute de leurs initiatives, et ce qui permet aussi d'intégrer, si vous voulez, les choix que nous faisons, que ça soit en termes, alors bien évidemment, de traitement des déchets, de diminution d'utilisation du plastique, d'économiser de l'eau, de l'énergie, en termes par exemple d'éco-conduite, d'utilisation du matériel, par exemple aussi des produits de nettoyage. Donc c'est des réflexes du quotidien qui font qu'en fait ça a une valeur pédagogique excessivement importante. Et du coup, on arrive, si vous voulez, on induit tout un mode de fonctionnement chez nos collaborateurs, mais aussi chez nos clients. C'est une culture globale. Est-ce que vous imaginez un fleuve transformé et plus respectueux de son environnement, notamment dans les 10 à 20 prochaines années ? Je pense que la dynamique est mise en place. Il y a un travail en effet à faire en termes d'assainissement de l'eau au fil de l'eau. Il y a encore des choses à faire. Alors c'est vrai que je reparlerai des Jeux Olympiques parce que les Jeux Olympiques ont vraiment été un accélérateur des aménagements. Mais il y a encore des choses à faire et en amont et en aval. Et puis il y a aussi tout le travail des berges, d'entretien des berges et le travail que nous mettons en place nous-mêmes opérateurs sur le verdissement de nos flottes. Et si vous aviez un message en quelques secondes à faire passer à nos auditeurs concernant la préservation du fleuve, quel serait-il ? C'est un message un peu militant. C'est-à-dire que nous, en tant qu'entreprise privée, le verdissement, c'est un coût qui n'est pas directement rentable. Donc pour pouvoir relever ces défis, qui sont aussi des défis de conviction, qui sont aujourd'hui incontournables, ça veut dire nous laisser et nous accompagner dans la capacité que nous avons à développer nos entreprises et donc à augmenter notre rentabilité pour pouvoir financer tous ces investissements. Merci infiniment, chère Marie-Pierre Landowski, présidente d'Esprit Seine, qui exploite des lieux ancrés dans le paysage de l'hospitality, sur l'eau comme sur terre. On se donne rendez-vous dimanche prochain à 12h30 sur Sud Radio dans La Planète Demain pour un nouvel épisode, l'émission qui donne la parole aux acteurs de l'écologie positive et raisonnée. En attendant, n'hésitez pas à m'adresser vos mails à c.debien@laplanetedemain.com. En attendant, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debien.